C'est un webinaire sur les pompes à chaleur collectives avec l'exemple des packs hybrides. Donc ça, c'est la manière dont va se dérouler le webinaire. Je vais commencer moi par vous présenter l'Agence parisienne du climat et notre outil de travail Coach CoPro. Puis on vous parlera des packs hybrides, donc qu'est-ce que c'est? On verra ensuite comment bien décider entre les différents systèmes de chauffage qui peuvent exister, comment intégrer une pack hybride dans son projet de rénovation. Enfin, on fera un petit point sur l'importance de la maintenance et de l'entretien de sa chaufferie. Et ensuite, on pourra passer aux questions-réponses. Et bien évidemment, je le reprécise, le support de présentation vous sera transmis dans les jours suivants après le webinaire. Petite précision, donc votre webcam n'est pas activée, votre micro n'est pas activé non plus, et vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et réponses qui devrait apparaître en bas de votre écran. Donc, l'Agence parisienne du climat et Coach CoPro. Donc, l'Agence parisienne du climat, nous sommes une agence locale de l'énergie et du climat. Et donc, nous avons comme mission de permettre la mise en œuvre des plans climat de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Nous sommes également le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris et donc nous faisons partie du réseau des espaces Conseil France Rénov'. Et pour permettre la mise en place de ces plans climat, nous organisons des activités, des événements tout au long de l'année. Ça peut être des visites de copropriété, des balades urbaines, etc. Encore d'autres choses, et qui concernent tout type de sujets, donc que ce soit la rénovation énergétique, la végétalisation, l'installation de systèmes d'énergie renouvelable, etc. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet. Euh, je vous invite aussi si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire sur notre plateforme Coach CoPro. Donc là-dessus, vous pourrez trouver de nombreuses ressources qui pourront vous aider dans vos différents projets, des exemples de copropriétés rénovées que nous avons accompagnées et notre annuaire des professionnels sur la métropole du Grand Paris, donc qui référence un peu plus de 800 professionnels. Donc voilà, donc ça c'est une capture d'écran de l'annuaire Coach CoPro. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour le rendez-vous mensuel. Donc c'est un système où nous organisons un webinaire tous les mois pour traiter un sujet en particulier autour de la rénovation énergétique. Et donc, comme je le disais précédemment, vous pourrez retrouver le webinaire sur YouTube quelques jours après qu'il ait eu lieu. Pour le webinaire d'aujourd'hui, donc nous avons trois personnes qui vont intervenir. Tout d'abord, Lucas Hitler, qui est chargé de projet énergie renouvelable et de récupération à l'Agence parisienne du climat. Ensuite, il y aura Martin Colombet, qui est ingénieur efficacité énergétique à GRDF. Et enfin, Roman Swal, qui est responsable de maîtrise d'œuvre conception chez Reanova. Et maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Lucas. Donc aujourd'hui, en effet, l'objectif, c'est de discuter et d'apprendre un peu plus sur ce que c'est qu'une pompe à chaleur hybride. Et donc, afin d'en savoir un peu plus sur une pompe à chaleur hybride, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une pompe à chaleur et aussi un peu vulgariser tout le jargon qu'il y a autour. Donc, je vous propose une courte présentation avant de laisser la parole aux experts pour bien calibrer ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pompes à chaleur, elles occupent désormais une place centrale dans la transition énergétique et notamment lors de la rénovation des bâtiments et en particulier les bâtiments résidentiels, ce qui importe aujourd'hui. Euh, Parce qu'elles permettent d'utiliser de l'électricité pour amplifier des calories obtenues dans l'air. En effet, une pompe à chaleur, comme on peut le voir sur le schéma, c'est relativement simple, même si ça paraît un peu magique. C'est un système thermodynamique qui permet de transférer la chaleur d'un milieu froid vers un milieu chaud. C'est-à-dire qu'elle capte les calories qui sont présentes dans l'environnement. Ça peut être de l'air, ça peut être du sol, ça peut être de l'eau, et les pousse, on va dire, à un niveau de température plus élevé pour chauffer le bâtiment et, pour le chauffer le bâtiment ou produire de l'eau chaude. Ça peut être un système qui peut être combiné. Et donc pour cela, on utilise un fluide frigorigène qui circule dans un circuit fermé.
Et donc, il y a quatre composants à bien avoir en tête. Ça, vous n'avez pas besoin de savoir ça exactement pour faire un projet, mais c'est pour bien comprendre comment ça fonctionne. Tout d'abord, il y a l'évaporateur ou le fluide qu'on va faire circuler. Au sein de la pompe à chaleur, il va capter les calories de l'air extérieur. Après, ça va entrer dans un compresseur qui va augmenter la pression de ce fluide et donc la température. Puis après, dans le condensateur, la chaleur, elle va être transférée au circuit de chauffage, soit donc le système de chauffage, soit l'eau chaude du bâtiment. Et puis ensuite, il y a un détendeur qui va abaisser la pression du fluide et le cycle recommence. En fait, c'est relativement simple. L'énergie qui est utilisée, c'est de l'électricité et elle permet d'augmenter les calories, on va dire, d'un fluide à partir de calories gratuites obtenues dans le milieu extérieur. Et c'est pour ça qu'on considère aujourd'hui que c'est une solution euh, qui utilise des énergies renouvelables et qui est relativement économique. Ah oui, désolé. Bon. Et donc, il y avait la deuxième partie avec les points 3 et 4, la détente et l'évaporation. Mais alors, qu'est-ce que signifie tout ce jargon? Lorsque vous avez pu vous renseigner sur les pompes à chaleur, vous avez pu voir certains acronymes qui sont monnaie courante hein, dans différents milieux, et en particulier celui de la rénovation énergétique. Et donc, il y en a trois souvent qui reviennent. Il y a le COP pour coefficient de performance, qui signifie de manière assez simple que pour 1 kWh d'électricité, on obtient le nombre associé au COP, donc avec un COP de 4, 1 kWh d'électricité consommé produit 4 kWh de chaleur. On considère qu'un très bon COP, c'est 7, mais en général, sur des pompes à chaleur en rénovation énergétique, on va se situer entre 2,5 et 4,2. Euh, à l'inverse, enfin, en complément plus exactement, on a aussi le SCOP, le coefficient de performance énergétique lié à la saison, et c'est une version qui va être plus réaliste et qui prend les variations de température et qui permet de mieux comprendre le rendement annuel d'une pompe à chaleur. En effet, en fonction de l'environnement extérieur, et en particulier dans une PAC R ou RO, donc qui capte ces calories depuis l'air et qui va les transformer soit dans l'air, soit dans l'eau, euh, le milieu extérieur, la température du milieu extérieur, elle influence ce COP. Et donc, ce scope permet d'avoir une vision un peu plus réaliste de ce qui se passe tout au long d'une année. Et finalement, il y a le EER, donc en anglais Energy Efficiency Ratio, qui, pour faire simple, est juste l'équivalent du COP pour une pompe à chaleur dont l'objectif est de rafraîchir un bâtiment. Parce qu'en effet, il existe des pompes à chaleur qui sont réversibles. Ça permet, en adaptant, comme on le verra plus tard, euh, les émetteurs et l'infrastructure interne du bâtiment, de pouvoir produire de la chaleur lorsqu'on en a besoin, donc toute l'année pour l'eau chaude sanitaire, mais plutôt en hiver et en automne, fin de l'automne si possible, pour le chauffage. Et en été, quand il commence à faire chaud, il est possible aussi de faire fonctionner la PAC dans l'autre sens et ainsi créer de la fraîcheur qui peut être diffusée dans des émetteurs qui doivent être adéquats. Donc, il existe de nombreux types de pompes à chaleur. Vous en avez certainement entendu parler euh, au gré de conversation. Il y a ce qu'on pourrait appeler les pompes à chaleur géothermiques, où ça va être sur sonde, où on va aller soit dans le sol, soit on va aller jusque dans un aquifère, aller capter de la chaleur. Mais actuellement, ce qui est le plus simple et le plus aisé à faire dans un projet de rénovation énergétique, c'est des pompes aérothermiques. Et donc, c'est bien ce qu'on disait au départ, elles vont capter les calories présentes dans l'air et les transférer à l'eau qui va permettre de chauffer votre bâtiment. Euh, donc voilà, et donc après on utilise différents émetteurs, donc ils sont indiqués sur cette slide avec les planchers chauffants, ça fonctionne très bien, une pompe à chaleur avec des planchers chauffants où il y a de l'eau qui circule dedans, pas les planchers chauffants électriques, les radiateurs hydrauliques qui sont les émetteurs classiques qu'on peut avoir souvent chez soi, ou on peut alimenter aussi les ballons d'eau chaude sanitaire dans des cas souvent plutôt de maisons individuelles. Sinon, on se lie au système de production d'eau chaude sanitaire collectif, dans le cas, euh, dans le cas des pompes à chaleur collectives. Mais finalement, aujourd'hui, c'est quoi la vraie différence entre une pompe à chaleur et une pompe à chaleur hybride? Bah, c'est comme son nom l'indique, c'est une hybridité, c'est-à-dire que ça va combiner plusieurs éléments. Tout d'abord, une pompe à chaleur électrique, comme on a dit, aérothermique dans notre cas, et une chaudière gaz à condensation. À condensation, c'est les chaudières qui vont avoir une très haute performance énergétique. Il y a eu des évolutions aussi dans la qualité des chaudières. On a pu passer des chaudières basse température à des chaudières à très haute performance énergétique qui permettent de maximiser le rendement de cette chaudière.
Et associé à cela, il y a un système de régulation qui est intégré et qui permet donc de jouer sur le pourcentage d'énergie qu'on veut obtenir de la pompe à chaleur et celui de la chaudière. Et ça, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit avant, c'est ce qu'on va s'intéresser sur lorsque la température du milieu extérieur baisse, fluctue, on va vouloir trouver des optimums et ça, Monsieur Colombet va en parler plus tard, pour essayer d'identifier ce qui est le plus pertinent pour la copropriété, soit de demander à la pompe à chaleur de fonctionner à 100%, soit de diminuer progressivement son rendement et de le compenser par une chaudière gaz à condensation, désolé. Et donc, là, je vous avais mis une petite slide, mais on pourra y revenir plus tard, sur l'intérêt de certains émetteurs. euh, et en particulier, plus les températures de circulation d'eau dans les émetteurs, dont dans votre terre, sont basses, plus le coefficient de performance énergétique est important. Euh, mais si vous avez des questions là-dessus, on pourra en discuter à la fin du webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Martin Colombet pour vous expliquer plus précisément euh, l'importance et les points à avoir en tête lorsqu'on veut installer une pompe à chaleur hybride dans son bâtiment. Bonjour à tous, Martin Colombet, ingénieur en efficacité énergétique à GRDF, et je vais reprendre la main un petit peu pour développer l'APAC hybride justement. Lucas en parlait juste avant, il parlait de régulation intelligente. Donc toute l'idée de ce système en fait c'est de justement pouvoir compter sur cette régulation. Donc on va voir ensemble deux régulations différentes aujourd'hui qui sont sortis par les différents fabricants. Donc on va avoir une régulation fonction de l'énergie primaire. Donc on va décomposer ça. Il faut savoir que la pompe à chaleur, elle va avoir son COP, son coefficient de performance, qui va varier fonction de la température extérieure. Donc typiquement, plus les températures sont douces, plus le COP de la PAC va être bon. Mais plus les températures extérieures sont fraîches, plus la pompe à chaleur va avoir son COP qui va décroître. Et en fait, l'idée, c'est de jouer sur cela. Donc la chaudière également, Lucas en a parlé tout à l'heure. Donc la chaudière à condensation, on parle de rendement. C'est un petit peu l'équivalent pour le COP de la PAC. Et donc le rendement de la chaudière, tant qu'à elle, peu importe la température extérieure, elle reste constante sur toute l'année. Et donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser le meilleur des deux mondes. Donc je vais avoir la pompe à chaleur qui va fonctionner sur les températures assez douces et en mi-saison. Et quand il fait vraiment trop froid sur les températures extérieures, on va avoir un fonctionnement de la chaudière plus de la PAC. Et puis dans certains cas, il peut également y avoir un cas où on se dit que la pompe à chaleur, justement, a une performance trop faible et donc on va couper la pompe à chaleur et on va faire fonctionner que la chaudière. On va également parler du mode de régulation fonction des prix des énergies. Donc on sait que l'énergie du gaz et l'énergie de l'électricité n'ont pas forcément les mêmes coûts. On dit généralement que le tarif de l'électricité est environ deux fois plus cher que le tarif du gaz. Et donc, fonction des différents mois, ça peut un petit peu varier, encore une fois. Et donc, tout l'idée, en fait, ça va être justement de jouer sur ce coût. Donc c'est un deuxième mode de régulation. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre le COP de la PAC, on va le diviser par le tarif de l'électricité. On va faire la même chose de l'autre côté, on va prendre le rendement de la chaudière, on va le diviser par le tarif du gaz, et en fait, on va comparer lequel est le plus intéressant. Donc si le plus intéressant, c'est d'utiliser la pompe à chaleur, on va rester avec la pompe à chaleur. Et si c'est le plus intéressant de rester avec la chaudière au niveau des coûts, c'est pour bien sûr optimiser la facture énergétique, le système va bifurquer automatiquement sur la chaudière. Bien sûr, on n'est pas obligé de tous les jours aller dans la chaufferie et de régler soi-même ce dispositif. C'est fait par l'exploitant de la chaufferie qui paramètre ce système et ça reste comme cela sur une longue période. Donc, on pourrait se demander
Pourquoi en fait on parle de pompe à chaleur hybride? Ben, en fait, tout simplement, parce qu'on peut se dire tout simplement, je compare une pompe à chaleur et une pompe à chaleur hybride. Donc typiquement, j'ai deux systèmes de chauffage contre un système de chauffage. Alors c'est pas comme ça qu'on réfléchit aujourd'hui. Et, et donc en fait, tout l'idée va être au niveau du dimensionnement de ce système. Donc en fait, la pompe à chaleur hybride, on va prendre un exemple, on va prendre un exemple simple. Nous, ce qu'on préconise, et avec un bon nombre de bureaux d'études différents également, c'est de faire si par exemple mon bâtiment a besoin de 100 kilowatts de besoin, du coup je vais installer ma chaudière à 100% des besoins. Mais par contre, ma pompe à chaleur, je vais l'installer à 20 ou 30% des besoins. Donc sur 100 kilowatts, j'installe 20 ou 30 kilowatts de pompe à chaleur. Il faut savoir que le kilowatt de pompe à chaleur versus, enfin en termes de prix, le prix du kilowatt de pompe à chaleur versus le prix du kilowatt de chaudière est quand même différent. C'est beaucoup moins cher le kilowatt de chaudière. Et donc l'idée, c'est de jouer dessus. Donc en fait, si je prends mon petit graphique, j'espère que vous voyez ma souris, ceci représente en fait une monotone de chaleur. Et donc une monotone de chaleur, on va essayer de décortiquer ça parce que je peux concevoir que ça soit un petit peu barbare. Mais en fait, ça va être, ici, vous avez le nombre de jours de fonctionnement par rapport à la puissance que vous avez besoin. Donc en fait, typiquement, on peut se dire, concrètement parlant, que pendant un jour où il fait très froid, c'est là où j'aurais besoin c'est là où j'aurais le besoin de plus de puissance pour assurer les besoins de mon bâtiment, donc à savoir le chauffage et ou l'eau chaude sanitaire. Et donc l'idée, en fait, c'est de se dire qu'avec avec un tel système, j'ai besoin de mon maximum de puissance, en fait, très peu de jours dans l'année. Regardez. Donc là, en fait, on a un nombre de jours par an. Et donc, en fait, là, ça monte quasiment jusqu'à 500 kilowatts. Donc, c'est un exemple, hein, fonction des projets et des bâtiments, on n'aura pas la même puissance, bien sûr. Mais on peut se dire que typiquement, là, ici, si je prends 5 jours dans l'année, en fait, 5 jours dans l'année, bah, j'ai besoin de cette puissance-là. Donc en fait, on a réfléchi et on s'est dit, pourquoi pas installer une pompe à chaleur en fait qui serait dimensionnée pour pas forcément répondre à 100% des besoins du système, afin d'installer moins de pompes à chaleur. Parce qu'on le sait, c'est quand même plus cher. Et donc là, si j'installe 70 kilowatts de pack, je vais le prendre grossièrement, en fait, ça voudra dire que, fonction de cette courbe, et ben, si je trace tout ce qui est en dessous de la courbe, c'est ce qui est couvert par la pompe à chaleur. Et donc là, on voit que sur l'année, même avec 70 kilowatts, je peux couvrir les besoins de mon bâtiment à hauteur de 56%. Donc c'est quand même bien différent que si j'avais dimensionné mes différentes pompes à chaleur pour 500 kilowatts. Parce que là, j'en ai pas besoin tout le temps. Et donc l'idée, là, c'est que ici, vous avez en dessous de la droite jaune, vous avez la pompe à chaleur et au-dessus, vous avez la chaudière. Donc l'idée, c'est voilà, de vraiment bien dimensionner son système pour pouvoir avoir un bon taux de couverture et minimiser l'investissement tout en garantissant de la performance énergétique, de la décarbonation et en faisant attention au portefeuille, ce qui est primordial. Alors, pourquoi choisir la PAC? Donc, en fait, on compare souvent, comme je vous l'ai dit avant, ce système au 100% PAC. Donc la différence, ça va être en fait sur des contraintes qui vont être réelles et qui vont potentiellement être nuisibles. On peut prendre par exemple les nuisances acoustiques. On sait quand on a des unités extérieures, ça fait du bruit. Bien sûr, aujourd'hui, et je pense qu'on pourra en reparler par la suite, il y a des protections acoustiques qui permettent de réduire ces nuisances acoustiques. Mais voilà, l'idée c'est qu'avec une pompe à chaleur hybride, je vais avoir moins de nombre de packs que avec un système 100% pack. Et donc ça fera un petit peu ça fera moins de bruit.
On parle également de puissance électrique parce que d'installer des pompes à chaleur, en fait, ça va faire appel à un appel de puissance sur le réseau électrique. Et donc, en rénovation particulièrement, les réseaux électriques ne sont pas forcément dimensionnés pour assurer en fait cette puissance électrique pour les pompes à chaleur. Et donc, ça peut potentiellement rajouter des coûts, des surcoûts. Donc, voilà, une demande à faire à Enedis, mais ça peut rajouter des surcoûts. Donc, de passer en pompe à chaleur hybride, on a moins d'unités de pack et donc, implicitement, on fait moins appel au réseau électrique. Ça permet d'optimiser les coûts. Si vous vous rappelez de la slide précédente, j'installe moins de systèmes. euh, et donc, économiquement parlant, c'est moins cher qu'une solution 100% pack, une pack hybride. Ça a des performances énergétiques élevées. Euh, Ça permet également de faire un gain de place parce que d'installer des pompes à chaleur, eh ben, il faut généralement une terrasse technique. Ou alors, ça peut dépendre des cas, on peut avoir également ce qu'on appelle des packs, des pompes à chaleur gainées, donc dans des locaux techniques. Ou alors, ça peut être dans un espace de jardin si la place, si ça a de la pertinence. Ça s'adapte à la température extérieure. Vous vous rappelez, on utilise le meilleur des deux mondes, deux énergies. C'est toujours mieux. Et enfin, ça s'adapte au delta de température. Parce que quand on est sur des immeubles avec justement qu'on rénove des immeubles, généralement, c'est ce qu'on appelle des hautes températures, sauf si on est sur des planchers chauffants. Sauf que les pompes à chaleur, sauf les dernières de nouvelle génération, celles au R290, mais on y reviendra peut-être plus tard, euh, elle fonctionne avec une température qui est un peu plus faible. Et donc le fait d'avoir une chaudière qui permet de monter haut en température, eh ben, ça va permettre justement de pouvoir, encore une fois, prendre le meilleur des deux mondes. On parlait de la place tout à l'heure. Donc là, je vous ai pris un exemple d'une étude qui a été réalisée par un bureau d'études sur une copropriété à Paris, dans le 11e arrondissement. Et en fait, on a voulu comparer en fait au niveau de la surface, l'emprise au sol en terrasse technique, qu'est-ce que ça pouvait représenter. Et donc, pour mon système, pour alimenter mon bâtiment en chauffage et en eau de chasse sanitaire, en 100% pack, j'ai besoin de 5 pompes à chaleur, contre 4 en hybride avec toujours la chaudière. Mais rappelez-vous encore une fois, le prix de la pack est plus élevé que celui de la chaudière. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ici, vous avez l'image du bâtiment. Donc en fait, là, sur le plan, on peut voir que ici, on a un espace disponible en toiture pour potentiellement installer les unités extérieures. Et donc, qu'est-ce que ça donnerait sur le bâtiment? Eh bien, en fait, si je devais installer mes 5 pompes à chaleur, typiquement, bah, je me rends compte que bah, j'ai pas la place disponible pour installer ces différentes unités extérieures. Par contre, par contre, si j'ai une pompe à chaleur hybride avec un dimensionnement qui est adapté, eh ben, je me rends compte que si j'avais 30 mètres carrés disponibles, eh ben, c'est complètement possible d'installer cette solution et de permettre de décarboner et de gagner en performance énergétique. Ça aura également un impact sur le DPE, vous en doutez. Et donc, ça reste conforme. Je vais maintenant aborder une partie que chez GRDF, on se propose souvent d'aider les différents syndics de copro et les différents copropriétaires. Et en fait, on fait ce qu'on appelle une préétude d'aide à la décision de système énergétique. Donc, ceci ne sera jamais considéré et ne sera jamais aussi poussé que le travail que pourrait faire un bureau d'études. Nous, c'est vraiment une aide à la décision. Donc, vraiment pour vous donner des tendances. Et donc, en fait, c'est une copropriété qui était initialement avec une chaufferie gaz existante, avec voilà, des années 70. Et en fait, ils avaient une certaine consommation énergétique. Donc là, on a calculé un besoin de chaleur. Donc, je ne vais pas forcément m'attarder sur, euh, sur comment on a calculé le besoin de chaleur. Mais voilà. Donc il y avait 127 logements pour une surface habitable de 7000, un peu plus de 7500 500 mètres carrés.
Donc là, on a l'année d'installation de la chaudière qui commence à avoir un certain âge et la puissance de la chaudière. Donc en fait, voilà à peu près ce qu'on aurait. Donc nous, ce qu'on fait justement, c'est qu'on aide et on donne des tendances. En soi, faut pas prendre ça forcément pour acquis, mais ça permet de donner une certaine tendance. Et donc si on avait une ancienne chaudière et qu'on rénove par une chaudière à condensation, ça permet de faire des économies d'énergie parce que ça a une très performance énergétique, comme Lucas le disait précédemment. Et de justement, voilà, gagner également un petit peu en gain de CO2. Maintenant, si on regarde l'hybride, donc là, la PAC hybride permet de couvrir 75% de la consommation faite par les packs. Et donc là, en fait, on se rend compte qu'on a quand même baissé en consommation d'énergie. Par contre, l'investissement est un peu plus cher. Mais ce qui va être intéressant, ça va être sur les slides d'après, c'est que en soi, au niveau de la consommation, on a baissé, au niveau des émissions de CO2, on a baissé, et donc ça, c'est plutôt ça qui est intéressant. Si on parle de coût, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, donc là, en bleu, vous avez la chaudière à condensation, en vert, vous avez la courbe de la PAC hybride, et en jaune, le 100% PAC. Là, ici, en ordonnée, vous avez les prix, et ici, vous avez le nombre d'années. En fait, tout simplement, c'est pour vous dire en combien d'années je vais pouvoir avoir un temps de retour sur investissement de ma technologie. Et donc, au niveau de la chaudière à condensation, eh ben, on peut se dire que fonction du graphique, ben, on en a pour entre 7 et 8 ans. Et pour la PAC hybride, on en a pour 10 ans. Bien sûr, on a une meilleure performance donc, et on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça a quand même du sens. Par contre, quand on regarde le 100% PAC, ça a quand même moins de pertinence au niveau économique. Qu'est-ce que... Alors, là, voilà, là, je vous ai mis différents graphiques, je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais voilà, on a la consommation d'énergie par technologie. Donc, on voit quand même que c'est quand même par rapport à la base, c'est quand même assez intéressant. L'investissement, ça reste quand même compétitif. Dépenses énergétiques par technologie, c'est à peu près semblable avec l'avantage pour le 100% pack, et pour les coûts de maintenance, on est à peu près sur des coûts similaires entre la PAC hybride et le 100% PAC. Qu'est-ce que ça donne en CO2? Et bien là, on se rend compte que par rapport à l'origine, on fait quand même des gains quand même assez incroyables, autant en 100% PAC qu'en PAC hybride, sur ce genre de technologie. En étiquette carbone, autant qu'en 100% pack, on peut atteindre l'étiquette B sans trop de problèmes avec ce genre de technologie. Et puis là, si le jour où le gaz vert est reconnu, ça vous donnera une tendance, si vous avez une chaudière à condensation ou si vous avez une pack hybride, de la tonne de CO2 par an par technologie. Je vais maintenant passer la parole à Romane pour un retour d'expérience. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Romane Swal, ça se dit bien Swal en effet, David. Moi, je vais vous parler de rénovation globale. Donc, c'est-à-dire que là où Martin, du coup, était plus dans la technicité et le choix du système, moi, l'idée, c'est de pouvoir vous donner quelques enseignements pour vous aiguiller si, en tant que copropriétaire, vous vous posez la question justement de comment je fais pour me lancer dans une démarche de rénovation, et une démarche de rénovation qui plus est, qui va prendre en compte une PAC hybride. Pour vous donner un petit peu d'informations sur du coup Reanova, qui est la société à laquelle j'appartiens, on est donc voilà. On est une entreprise donc, on est bureau d'études et maître d'œuvre, et on accompagne des projets de rénovation globale de copropriété. Donc en Île-de-France principalement, mais en France aussi, enfin dans l'entièreté de la France. Ça fait plus de 14 ans qu'on existe, et en fait notre cœur de métier, ça va être vraiment l'accompagnement des copropriétés qui souhaitent mener des projets de rénovation énergétique. Donc c'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont avoir un gain énergétique associé qui permet de débloquer des subventions. Et donc, on a vu plusieurs cas, enfin, on voit assez régulièrement des cas de pompe à chaleur, donc hybride, pas hybride. Et l'idée, c'est de pouvoir vous donner un petit peu les grandes informations à retenir là-dessus. Donc déjà pour un petit peu introduire sur comment se lancer dans une rénovation, un projet de rénovation de votre copropriété. Donc pour rappel, donc pourquoi rénover votre copropriété? Donc forcément, c'est ce dont on parle depuis le début. Le nerf de la guerre, ça va être économiser de l'énergie. Donc c'est du coup l'objectif, c'est de consommer moins d'énergie, donc aussi de voir vos factures baisser.
de maîtriser vos charges et du coup de limiter aussi vos émissions de gaz à effet de serre. L'idée de faire une rénovation un peu plus d'ampleur, ça va vous permettre aussi de pouvoir valoriser votre patrimoine, entretenir votre résidence, répondre aussi à toutes les contraintes réglementaires donc, qui sont sur l'interdiction de louer, l'interdiction de hausse des loyers qui sont très liées du coup, au DPE. Et bon, bah, ça vous permet aussi d'améliorer le confort qui va avec l'idée d'économiser de l'énergie, c'est que votre bâtiment est moins déperditif, il consomme moins d'énergie, donc ça fait qu'on y vit mieux en payant moins de charges. Donc ça, c'était pourquoi rénover. Pourquoi se lancer dans ce qu'on appelle donc une rénovation globale. Donc là, il y a plusieurs avantages. Pour vous placer un petit peu le cadre, la rénovation globale, donc là, dans ce cas-là, elle est présentée par rapport au fait de réaliser des travaux au fil de l'eau. Donc ce qui va être le cas, par exemple, si vous êtes lancé dans un plan pluriannuel de travaux. Donc il n'y a pas une logique qui est mieux que l'autre. Il faut aussi se poser la question de est-ce que c'est adapté à votre résidence? Il y a certaines résidences qui ont bah, du coup des travaux qui sont moins importants à réaliser, donc c'est aussi intéressant de le faire au fil de l'eau. L'avantage d'une rénovation globale, ça va être de pouvoir faire un plan de travaux qui est optimal, c'est-à-dire que bah, vous allez pouvoir introduire tout un volet énergétique dedans pour permettre à votre résidence du coup d'être moins déperditif, etc. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir traiter tout ce qui est bah, les enjeux liés à l'entretien, des enjeux liés à la euh, pardon, des enjeux liés à l'entretien, des enjeux esthétiques parfois ou des enjeux d'aménagement. Donc, c'est-à-dire que ça permet en fait de faire un projet global, faire des économies d'échelle et aussi bah, même par exemple mettre en place une seule fois les échafaudages, etc. Ça permet de tout faire en une fois et d'optimiser les coûts et la main-d'œuvre aussi. Le gros avantage d'une rénovation globale, ça va aussi vous permettre, ça va être d'obtenir des aides financières et des solutions de financement. C'est-à-dire, dans ces cas-là, c'est des projets qui vont atteindre le fameux seuil des 35% de gain énergétique, qui permettent d'accéder à des subventions, qui permettent d'accéder aussi aux éco-prêts à taux zéro. Et enfin, le dernier avantage d'un projet de rénovation globale, ce sera d'avoir une équipe qui est dédiée à votre projet. Donc, c'est dans ces cas-là, enfin, en tout cas, nous, dans le cas de notre accompagnement, c'est ce qui se passe. C'est que vous avez en fait une équipe avec plusieurs compétences qui est dédiée à votre projet et qui vous accompagne du début jusqu'à la fin, plutôt que d'avoir différents corps de métier qui viennent au fil de l'eau accompagner le projet. Dernier point sur la rénovation globale. Depuis le début, on parle de pompe à chaleur. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que donc, la pompe à chaleur en tant que telle, enfin, se lancer dans l'installation d'une pompe à chaleur, c'est en effet quelque chose qui est très amélioratif d'un point de vue, enfin, pour vous, vos factures, pour aussi le mix énergétique de votre résidence. C'est important de penser ces changements-là d'énergie de chauffage dans le cadre d'une réflexion plus globale, c'est-à-dire qu'avant de changer votre énergie de chauffage, nous, ce qu'on va toujours recommander, on va dire ce qui est aussi logique d'un point de vue bon sens, c'est de se dire qu'avant de changer l'énergie de chauffage de votre résidence, il faut s'assurer que le bâti est bien isolé. C'est-à-dire que il vaut mieux bah, mettre un manteau sur votre résidence avant de changer du coup toutes vos chaufferies pour pouvoir consommer moins en chaufferie, plutôt que de tout de suite changer tous vos équipements de chauffage en ne touchant pas au niveau du coût de déperdition et en ne faisant pas en sorte que vos consommations baissent. Donc le mieux, enfin le meilleur scénario dans le cas de, si vous voulez du coup mettre en place des pompes à chaleur, c'est de le penser conjointement avec des travaux d'isolation de l'enveloppe de votre bâtiment. Donc c'est pour ça qu'aussi on parle de rénovation globale, c'est que votre pompe à chaleur elle sera au maximum de son potentiel et vous aurez le maximum de gain énergétique si tout ça est pensé dans un effort un petit peu plus global qui inclut l'isolation de votre, enfin de l'enveloppe. Euh, Comment ça se passe du coup si vous voulez vous lancer dans ce type oh, pardon. Dans ce type du coup de projet. Donc il y a trois étapes qui sûrement vous connaissez déjà si vous êtes ici. La première étape, c'est être le diagnostic, qui est toute la partie les diagnostics techniques globaux, DPE, PPT, etc. Qui sont là pour le coup des obligations réglementaires et qui sont plutôt où l'objectif c'est plus d'ouvrir toutes les portes, d'étudier plusieurs scénarios. Ensuite, on va avoir la conception d'un plan de travaux. Donc là, c'est vraiment quand vous lancez dans l'étude plus en détail d'un plan de travaux, la définition d'un scénario spécifique, l'appel d'offres auprès des entreprises. Et après, bah, du coup, si cette partie-là de conception du plan de travaux mène à un vote des travaux en AG, vous passez sur vraiment la mise en place du chantier, et donc la mobilisation des financements, le suivi du chantier, l'installation de votre pompe à chaleur, etc. Là, nous, dans votre cas, en tout cas, enfin, moi, la partie sur laquelle je vais pouvoir vous donner plus de billes, ça va être du coup plutôt la mission de conception. Une mission de conception, pour vous donner un petit peu une idée, c'est généralement ça va durer 1 an, 2 ans au maximum.
Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une première phase de définition du projet, la consultation des entreprises qui permet d'avoir les devis, et à la fin, le montage du financement. Comme je vous le disais, si on prend un projet, donc une résidence qui, par exemple, commencerait là actuellement à faire son diagnostic, qui enchaînerait après sur une mission de conception et qui passerait ensuite à l'étape travaux, c'est toutes ces étapes mises bout à bout, ça prend environ 5 ans. Donc il faut avoir en tête que du coup, c'est des projets qui sont notamment en copropriété qui prennent du temps. Donc il faut aussi réussir à prendre en amont et qui, voilà, pour lesquels il faut aussi s'armer de patience, mais du coup, qu'il faut surtout il faut avoir en tête que ça ne va pas être un résultat immédiat, donc il faut anticiper justement si c'est une volonté de votre copropriété. Voilà pour la partie introduction sur la rénovation globale. Une fois qu'on a ça en tête, comment faire justement pour intégrer une pompe à chaleur hybride dans cette rénovation globale? Donc déjà, bon, pour rappeler un petit peu ce qui a été dit avant, pourquoi la pompe à chaleur hybride, ça a un intérêt, c'est que ça permet de prendre les avantages des deux systèmes, que ce soit la PAC ou la chaudière gaz, et de garder justement le meilleur des deux mondes, c'est ce que disait Martin. Donc on a à la fois le rendement très élevé de la PAC, sa haute valeur environnementale, et de l'autre côté, on peut aussi bénéficier du fait de prendre moins de place qui est permis par la chaudière gaz, la baisse des coûts du coup du fait de mettre les deux systèmes en même temps. Et aussi, ça permet de réutiliser éventuellement des systèmes qui existent déjà. C'est-à-dire que la mise en place d'une pompe à chaleur hybride, elle va demander moins d'adaptation de fond, que ce soit sur votre réseau hydraulique, votre réseau électrique, vos équipements en chaufferie. Elle va demander moins d'adaptation parce qu'on va éventuellement pouvoir réutiliser une partie de ce qui existe déjà si vous êtes par exemple déjà raccordé au gaz. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir une complémentarité des systèmes. Donc c'est ce qu'expliquait Martin juste avant sur le fait justement que le rendement de la chaudière, le rendement de la PAC sont très complémentaires. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un système qui est le plus optimisé possible. Cela étant dit, donc c'est un système qui a beaucoup d'avantages. Il y a aussi des contraintes qui vont être à anticiper. Ces contraintes-là, donc elles doivent être, enfin voilà, qui ne sont pas des, on va dire des sentences, mais c'est des contraintes du coup qu'il faut anticiper le plus tôt possible pour avoir le moins de surprises en travaux. La première, ça va être le problème de la place. Donc même si un système hybride va prendre beaucoup moins de place qu'un système qui est à 100% full pack, il va quand même falloir avoir un peu d'espace disponible. Donc, tout l'objet d'une mission de conception, ça va être de se demander est-ce qu'on a l'espace disponible, est-ce qu'il est suffisant et est-ce qu'il est adapté, sachant qu'il faut à la fois de la place en intérieur et en extérieur. Donc, il faut de la place dans votre chaufferie et il faut éventuellement de la place, bon, bah, extérieur, ça peut être, on va y revenir juste après, mais ça peut être une cour, un jardin, ça peut être une toiture aussi. Donc, tout l'objet de la conception, ça va être de caractériser cet espace-là et de s'assurer que justement il est adapté. Ensuite, vous allez avoir un volet acoustique. Donc, encore une fois, même si une pompe à chaleur hybride, enfin un système hybride va faire moins de bruit qu'un système 100% pompe à chaleur, il va quand même falloir gérer le sujet du bruit pour que justement éviter que ce soit une nuisance. Donc, dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il faut juste prévoir les bons équipements d'atténuation de ce bruit-là, les prévoir assez en avance, avoir une solution adaptée et qui soit la plus rentable possible aussi pour vous. Enfin, troisième point, donc comme je le disais, il va quand même falloir vérifier que tout ce qui est les réseaux hydrauliques, les réseaux électriques, le tarif électrique, que tout ça est compatible. S'il y a des petites adaptations à faire, pouvoir les anticiper au plus vite pour éviter que ce soit un sujet après en chantier. Et enfin, une fois qu'on est en travaux, il va falloir donc bien s'assurer que le réglage initial de l'installation est le plus optimisé possible, qui vous permette les meilleurs rendements, les meilleures performances. Et ensuite, il faudra aussi s'assurer que le suivi et la maintenance sont faits de manière régulière pour éviter justement que bah, du coup votre système, enfin que ses performances diminuent au bout de quelques années parce qu'il n'est pas assez entretenu. Alors, ça veut dire, si on réfléchit en étapes en disant avant, pendant, après la conception. Avant la conception, donc par exemple, si vous êtes en train de vous demander si votre copropriété est éventuellement a les bonnes conditions pour accueillir un système de pompe à chaleur hybride, les deux grandes questions à se poser, ça va être d'abord quelle est mon énergie de chauffage actuelle? Quel est mon système actuel de chauffage et est-ce qu'il me permettrait de basculer sur un système hybride relativement facilement? Donc là, on est forcément dans le cadre d'une installation collective. Et on va plutôt raisonner sur du chauffage du coup avec de l'eau, donc comme l'expliquait Lucas au début. Donc c'est-à-dire par exemple si vous êtes une résidence qui est actuellement chauffée au gaz ou au fioul,
que vous avez des radiateurs à eau qui sont les radiateurs classiques ou éventuellement des planchers chauffants, déjà, vous êtes plutôt dans des bonnes conditions. À savoir que, a priori, si par exemple vous avez une vieille chaudière au gaz et que du coup, dans ce cas-là, le passage sur de l'hybride supposerait de changer cette chaudière-là. Normalement, si vous êtes, et j'espère que vous êtes dans une logique de rénovation plus globale, ça veut dire après qu'on ait isolé votre bâtiment, normalement, vous aurez besoin d'une puissance plus petite. Donc ça veut dire aussi remplacer une ancienne chaudière par une chaudière qui sera forcément dimensionnée de plus petite taille, enfin de plus petite puissance. La deuxième question à se poser, ça va être de se demander est-ce que ma résidence dispose de l'espace nécessaire et adéquat pour accueillir la nouvelle installation? Donc ça veut dire à la fois avoir de l'espace en intérieur, donc côté chaufferie, et à la fois avoir de l'espace à l'extérieur pour les unités extérieures de la PAC. Donc là, il peut y avoir plein de conditions favorables. Par exemple, si vous êtes actuellement au fuel, et donc forcément vous avez un local pour accueillir la cuve à fuel qui est assez grand, c'est un espace qu'on va pouvoir réutiliser. Si vous avez un très grand local chaufferie, si vous avez des locaux communs qui ne sont pas utilisés, comme ça arrive parfois dans les caves de certains bâtiments parisiens, si vous avez de la place en toiture, si vous avez une résidence qui est située dans un grand parc avec beaucoup d'espace extérieur, c'est aussi une bonne nouvelle. Si vous avez une cour qui est suffisamment grande, etc. Là, la question est de se dire déjà, est-ce qu'on a la place? Et après, la caractérisation de savoir si cet espace-là, il est adapté, c'est justement tout le travail de conception qui est fait du coup dans ces cas-là avec un bureau d'études spécialisé pour vous accompagner là-dedans. Pour vous donner un exemple, donc il y a une résidence qui est au 109 rue Le Mercier qu'on accompagne actuellement justement, du coup qu'on a accompagné avec l'APC, qu'on accompagne du coup maintenant avec Urbanis, qui était du coup un bon exemple de un cas où c'est justement les conditions sont réunies pour accueillir un système de pompe à chaleur hybride. Donc c'est une résidence qui est actuellement au fioul, qui a des radiateurs à eau qui ne sont pas non plus trop anciens, donc on peut conserver, qui a beaucoup d'espace disponible en toiture, plus qu'il y a du coup le local de la cuve à fioul qui va pouvoir être utilisé, beaucoup de locaux techniques qui ne sont pas utilisés au sous-sol, et qui a aussi du coup une volonté de s'inscrire dans un projet d'ampleur, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des projets d'aménagement intérieur qui peuvent aller du coup dans un projet de rénovation globale. Ensuite, donc là, vous vous êtes lancé dans une logique de rénovation globale. Vous voulez mettre en place un système de pompe à chaleur hybride. Qu'est-ce qui va vous être posé comme question par votre bureau d'études? Alors, si on reprend les différents points qu'on avait vus tout à l'heure, les trois premiers, pour caractériser l'espace disponible, ce qu'on va faire, donc ce qu'il va faire, la première chose, c'est qu'il va y avoir des prises de métrée dès les visites techniques. Et surtout, dès l'appel, enfin, en amont de l'appel d'offres, on va tout de suite intégrer, du coup, dans les documents techniques qui vont, du coup, permettre aux entreprises de répondre à l'appel d'offres, on va tout de suite intégrer tout ce qui est, du coup, création de socle adapté, donc mettre des plots anti-vibratiles, etc. Et dans le cadre d'un placement en toiture, on va demander la réalisation d'une étude structure en amont. C'est-à-dire qu'on vérifie en amont que, du coup, le système que nous, on préconise en toiture, qu'on peut mettre enfin en tout cas on peut l'installer en toiture, qu'en termes de poids ça passe, et en termes d'installation du coup on demande un avis dans ces cas-là à un bureau de structure. Ça c'est prévu en amont. Pour ce qui est du deuxième point, les nuisances sonores, ça pareil, généralement dans ces cas-là ce qui va vous être demandé c'est la réalisation d'une étude acoustique, donc pour le coup qui coûte pas, c'est des prix qui restent raisonnables. Donc soit les réaliser à ce moment-là, soit éventuellement, par exemple, si vous êtes dans un grand parc et qu'on sait qu'on mettra la pompe à chaleur dehors, dans ces cas-là, éventuellement, ça peut être réalisé au début des travaux si c'est pas, on va dire, bloquant pour la mise en place. Mais sinon, c'est qu'on va du coup demander à un bureau acoustique de venir, qui dans ces cas-là va donner son avis sur est-ce qu'il faut une cabine acoustique, est-ce qu'il faut un écran acoustique, est-ce que on place les unités à un autre endroit. Et donc ça va permettre, pareil, d'intégrer tout ça dans les documents d'appel d'offres. Donc c'est-à-dire que dès la conception, vous avez déjà dans vos devis cette partie-là de prise en compte du bruit et de prise en compte de l'emplacement du socle pour les unités extérieures qui est déjà prévu. Le dernier point, ça va être la compatibilité des réseaux. Donc il y a déjà les réseaux hydrauliques, donc ça généralement c'est pas forcément un problème puisque c'est pas que c'est pas forcément un problème, mais c'est déjà prévu la plupart du temps dans les documents d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on demande avant de travailler sur le réseau de chauffage, du coup de le désembouer, de refaire l'équilibrage, éventuellement d'ajouter des éléments en chaufferie. Donc tout est remis en conformité pour que du coup votre réseau soit prêt à accueillir un nouveau système. Donc ça c'est tout prévu en amont dans du coup les prestations qu'on va demander aux entreprises. Et pour la partie réseau électrique, donc comme le disait Martin, en effet même si on va pas forcément, ça va pas demander des adaptations qui sont aussi importantes qu'un système 100% PAC.
il va quand même falloir parfois adapter le tarif électrique. Donc dans ces cas-là, on fait un bilan de la puissance et éventuellement, s'il faut adapter le tarif, s'il faut retirer des câbles en plus, on contacte Enedis dès le début. Voilà. C'est ce qui a été fait par exemple dans le cas de la résidence Le Mercier. Donc là, on est en plein en préparation de l'appel d'offres. Donc on a demandé tout ce qui est les devis pour les études structure, les études acoustiques. On est en train de voir pour le bilan de la puissance électrique avec le syndic pour pouvoir du coup avancer là-dessus. Et pour information du coup sur cette résidence-là, actuellement ils étaient en F et ils passent en B. Donc on voit bien justement l'impact du système de pompe à chaleur sur les étiquettes DPE. Enfin, du coup, quelques petits exemples de mise en place de pompes à chaleur. Donc là, ça va pas forcément être des systèmes 100% hybrides, mais du coup, c'est pour vous donner un peu des exemples concrets de projets qui ont du coup abouti. Vous avez donc rue de Courbevoie à Nanterre. Donc là, on était passé en étiquette C. C'est une petite résidence. On a mis en place une pompe à chaleur, du coup, là, pour remplacer leur chaudière au fioul. Vous pouvez voir en bas, du coup, c'est les unités qui sont à l'extérieur dans la cour. On a mis une cabine acoustique. Du coup, comme le chantier s'est terminé en 2024, on commence à avoir un petit peu du coup de retour sur les consommations, donc qui sont en baisse. Donc ça confirme, enfin qui sont très en baisse. Ça confirme nos estimations initiales. Euh, voilà. On a aussi le 110 rue de Montreuil, donc là qui est en cours dans Paris 11e. Là, on est sur un système qui était pareil au fioul. On a mis en place une chaudière gaz pour la partie chauffage qui est couplée avec une pompe à chaleur pour l'ECS qui elle est en toiture. Donc on avait fait toutes les études structure. Là, dans ce cas-là, on avait prévu une cabine acoustique. Finalement, c'est des panneaux acoustiques qui ont été jugés suffisants par l'étude acoustique. Et là, on est pareil sur une copropriété qui passe en C et en B. Et enfin, pour d'autres chantiers hors Île-de-France, donc là, c'est sur Bordeaux et Poitiers. Et donc, on a un premier où c'était donc une pompe à chaleur qui était que pour l'eau chaude sanitaire. Donc là où on a mis donc une cabine acoustique, des plots en béton. On a augmenté la puissance électrique, mais on a gardé le même tarif. Par contre, on a dû tirer quelques câbles en plus parce qu'il y avait un problème de conformité de l'installation électrique. Tout ça a été vu avec Enedis en amont. Et un autre exemple à Poitiers où là, du coup, on a mis, donc là, c'était une solution 100% pompe à chaleur. Et donc, elles avaient été installées pareil dans une cabine acoustique. On avait créé un socle en béton à côté de la chaufferie. Et par contre, là, bah, comme on était sur une solution 100% pompe à chaleur, on a vu un changement de tarif électrique. Donc ça, pareil, c'est vu avec Enedis pour gérer le changement de tarif. Plus, il y avait eu quelques travaux de terrassement et de voirie pour aller tirer les nouveaux câbles. Et pour finir, donc on a parlé du avant-pendant, là on peut finir avec le après. Comme je vous le disais, lors de la conception et pendant les travaux, ce qui va être très important, c'est de s'assurer du coup, bah, donc ça c'est tout le travail de votre maître d'œuvre et du bureau d'études en conception, s'assurer que justement bah, l'installation est dimensionnée à la bonne taille, qu'elle est optimisée, qu'elle vous permet de faire le plus d'économies à la fois en termes d'énergie et en termes d'argent et aussi de prévoir dès le début la mise en place d'un contrat d'entretien et de maintenance avec l'entreprise qui aura installé du coup toute cette installation. Mais du coup, ce qui est aussi très important de retenir, c'est que ce réglage, cette installation doit être suivi d'une maintenance et d'un suivi régulier, donc avec votre exploitant, pour s'assurer justement que ces performances-là se maintiennent dans le temps et qu'elles ne finissent pas du coup par diminuer, parce que du coup, c'est parfois ce qui peut arriver sur certaines copropriétés, c'est que au bout de quelques années, la maintenance est un petit peu moins faite et pour le coup, c'est dommage pour vous et pour votre installation en chaufferie. Hop, merci beaucoup et je repasse la main du coup à Martin. Alors, j'espère que m'entendez bien. Donc là, on va parler de la maintenance et l'importance en fait du bon entretien de ces installations. C'est valable vraiment pour toute solution énergétique sur le bâtiment. Si on a un bon entretien, on va garantir des bonnes performances au niveau des équipements et du coup, implicitement, ça va moins consommer. Là, ce qu'on vous a parlé, quand on vous a parlé de COP de rendement, c'est des choses, c'est des COP, voilà, généralement sur une saison, c'est un petit peu lissé. Mais il se peut que dans certains cas, justement, en fait, les performances soient moins bonnes que écrit sur la fiche du fabricant, justement parce que l'entretien est pas forcément bien réalisé. Donc c'est pour ça que j'insiste sur la pertinence, de la maintenance. C'est très très important. Donc, sans forcément rentrer dans le détail des différents contrats de maintenance de chaufferie, il va y avoir différents contrats de maintenance. On peut avoir le P1, qui est optionnel, rémunération de la fourniture de gaz transformé en chaleur. Typiquement,
c'est votre exploitant qui va se charger d'acheter la fourniture de gaz ou la fourniture d'électricité pour la solution énergétique. Ça peut également, donc encore une fois, c'est optionnel. Ça peut également être à la charge, à la charge des occupants du bâtiment ou du syndic qui se charge de trouver des prix des énergies qui sont potentiellement plus ou moins intéressants en fonction de ce qu'ils ont trouvé et la période également. Le P2. Donc, c'est ce qu'on retrouve le plus systématiquement dans la plupart des contrats. Donc, en fait, c'est ce qui va engager l'exploitant à justement réaliser des prestations de fonctionnement des équipements et d'entretien de la chaufferie pour que justement vous puissiez avoir votre chauffage et votre eau chaude sanitaire. Donc, ça va être ça. Donc, ça va être systématique. On va parler un petit peu de P3. Donc, P3, c'est une prestation un petit peu supplémentaire. C'est comme si on ajoutait une garantie à notre contrat d'exploitation. Typiquement, en fait, si j'ai une grosse pièce qui casse, qui me coûte un certain coût et qui va être justement supporté par la copropriété, et ben ça permet de justement, bah voilà, une garantie totale de changement de cet équipement. Mais bien sûr, vous allez payer quand même un peu plus cher votre contrat d'exploitation. Donc après, voilà, c'est des différentes contrats. Il y a une multitude de choses différentes. Et puis, je ne vais pas forcément rentrer dans le P4 et dans le P5, parce que majoritairement, on est sur du P2. Donc là, juste après, je vais vous parler de coûts. Donc on a réalisé, on a réalisé, c'est pas nous, GRDF, qui réalisons les études, c'est des bureaux d'études généralement. Donc là, c'est le bureau d'études eCube qui a réalisé une étude justement sur les coûts de maintenance des différentes solutions. Donc on va regarder chaudière seule, pack hybride et 100% pack. Donc, ils ont demandé à plusieurs installateurs, donc de mémoire, il y en a plus d'une dizaine, pour avoir quand même voilà, une certaine cohérence entre les certains chiffres qu'on va vous présenter, euh, pour justement vous dire à peu près combien ça pourrait coûter un tel système. Donc là, on est sur un exemple de chiffrage, donc en P2, donc petit entretien garantie de fonctionnement du système euh, avec un mainteneur régional en Île-de-France. Et donc, on est sur une puissance d'environ 173 kW thermique. Et en pack hybride, on est avec 30 kW de pack et 115 kW de chaudière gaz. On se rend compte que bah, implicitement, j'ai un peu plus de système sur la pack hybride, donc c'est normal que j'ai un coût qui est un petit peu plus élevé. Euh, Après, je ne vais pas forcément détailler tous les postes. De toute manière, vous aurez les différentes slides et vous pourrez vous attarder un petit peu plus. Deuxième exemple de chiffrage. Et là, ça va revenir à ce que je vous ai dit précédemment sur le bon dimensionnement du système. Toute la clé du système hybride et sur le bon dimensionnement du système. Typiquement, un système sans optimisation, donc là, sur la solution 1, c'est du 100% pack, sur la solution 2, c'est de la pack hybride, et solution 3, de la pack hybride, avec différentes packs et différentes choses. Vous avez les différents P2, donc c'est principalement là où on va s'attarder. En fait, quand c'est pas optimisé, la PAC hybride, ça fait une augmentation du contrat de performance en P2 de plus de 30% versus une solution 100% PAC. Et cette augmentation est compensée par une baisse du P1, bien sûr. Par contre, quand on a une bonne optimisation justement de la PAC hybride, et donc on a bien adapté notre solution, on a une baisse du P2 et du Petra. Regardez juste avant, ici on était à 6, et là quand c'est bien dimensionné, on est à 1,6. Et donc voilà, la pertinence justement de bien dimensionner son système pour diminuer potentiellement son contrat de maintenance. Exemple 3, on compare une solution hybride à une solution 100% PAC. J'ai oublié de préciser, fonction de la
puissance installée dans le bâtiment. Un bâtiment qui a besoin de 100 kilowatts de puissance versus un bâtiment qui a besoin de 1500 kilowatts de puissance, ça va pas, ça va pas, ça va avoir quand même une différence de coût, même si j'ai le même nombre de pompes à chaleur. Dans le sens où là, du coup, j'ai ma solution hybride. Donc, j'ai deux chaudières de 600 kilowatts, ça me fait 1,2 mégawatts de chaudière contre deux packs de 118 kilowatts. Donc, in fine, j'arrive à 7 000 € par an en contrat, sur mon contrat que je vais payer d'exploitation. Si je prends la même chose côté pack pour répondre aux besoins du bâtiment, j'ai 1400 kilowatts et je me rends compte que là, eh ben, j'ai une augmentation de la facture de mon contrat d'exploitation de plus de 10%. Donc ça revient à dire la même chose que tout à l'heure. Le kilowattheure, le kilowatt de chaudière est moins cher que le kilowatt de pack. Et implicitement, c'est plus compliqué d'entretenir une pompe à chaleur qu'une chaudière. La chaudière, c'est quelque chose qu'on connaît maintenant depuis quand même des décennies. Pareil pour la PAC, mais il y en a eu beaucoup moins d'installés et donc les professionnels aujourd'hui ont quand même un petit peu moins d'expérience que sur la chaudière. Et donc ce qui explique ces différences sur les contrats d'exploitation. Donc d'une manière générale, une solution hybride qui est bien optimisée, et ben, ça permet d'avoir des coûts d'exploitation et de maintenance de notre solution en chaufferie qui est moins cher qu'une solution 100% PAC et une solution chaudière gaz à condensation est moins chère qu'une solution hybride et implicitement qu'une solution 100% PAC. Voilà. Alors, donc on approche de la fin du webinaire. Donc avant de passer aux questions-réponses, voilà, je voulais juste mettre cette slide pour vous informer que donc on organise un nouveau webinaire Rendez-vous CoPro le 25 novembre à 17h30 et ça sera sur les installations de recharge des véhicules électriques. Donc vous pouvez vous y inscrire sur notre site internet. Et enfin, nous serons présents au Salon indépendant de la copropriété, donc de l'Arc, le 29 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, euh, toute la journée de 9h à 18h. Donc ça aura lieu à l'Espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris. Et nous serons également présents au Salon national de la copropriété, donc du 5 novembre 2025 au 6 novembre 2025, pareil, de 9h à 18h. Et cette fois-ci, ça sera au Parc des Expositions, donc à la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris. Voilà, donc là, on a terminé les différentes présentations. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc je vais laisser les différents intervenants lire vos questions à l'oral et y répondre. Si vous avez des questions, donc, vous pouvez les poser idéalement dans l'onglet questions-réponses, mais vous pouvez aussi le faire dans l'onglet chat. Euh, et voilà, essayez d'être le plus précis possible pour que ce soit facile d'y répondre par écrit. En effet, j'ai essayé de répondre à l'ensemble de vos questions, soit enfin, par écrit, soit dans l'onglet questions et réponses, soit dans l'onglet discussion de webinaire. Si vous êtes insatisfait par mes réponses, n'hésitez pas à les reposer. Et là, désormais, entre Martin et Roman, de la même manière, si vous voyez une question sur laquelle vous souhaitez intervenir, répondez-y. Alors moi je vois la question de Benoît Prunel sur la possibilité d'hybrider une chaudière existante gaz sans changer la dite chaudière. Là-dessus, Martin, je te laisserai peut-être Ouais. compléter. Euh, alors, je dirais que c'est possible, mais avec quand même beaucoup de réserves. Ça va dépendre beaucoup de votre système actuel, en fait. Parce que pour l'idée, c'est du coup qu'on va rajouter un autre système qui va venir du coup, se mettre en complémentarité de votre chaudière existante. Et donc, ça va dépendre si, en fait, l'idéal, c'est d'avoir du coup une chaudière et une pompe à chaleur qui sont de la même marque, notamment, qui vont pouvoir communiquer entre elles. Et comme ça permet d'avoir un système entier qui, du coup, parle entre guillemets le même langage. Si vous avez une chaudière d'une marque, qu'on rajoute en plus une pompe à chaleur d'une autre marque et qu'on vient rajouter le pilote de régulation qui serait éventuellement d'une troisième marque, du coup, ça crée plus de complexité. Donc parfois, c'est pas la meilleure solution. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je mets une réserve dans le sens où ça peut être possible dans certains cas. Mais il va falloir vraiment étudier du coup en amont votre cas à vous et voir ce qui est le plus intéressant en termes de coût entre du coup créer un système
multimarque et multimodèle qui va être assez complexe, ou justement de passer sur un système qui va directement être tout intégré et du coup plus simple. Voilà, je sais pas si. Je vais peut-être compléter. Alors, je rejoins complètement ta réponse. C'est possible hein, d'installer En fait, ça va dépendre des cas. Typiquement, imaginons que j'ai rénové ma chaudière il y a 2 ans. Je vais distinguer les anciennes chaudières qui ne sont pas à condensation et pas forcément à très haute performance énergétique des chaudières à condensation. Aujourd'hui, on privilégie quand même pour installer une PAC hybride, une chaudière à condensation, en sachant que, sauf si on a une dérogation, on est obligé de rénover sa chaudière par une nouvelle chaudière à condensation. Mais il va falloir rénover ce qu'on appelle sa cheminée, donc les évacuations des produits de combustion, et donc tuber la cheminée afin d'installer la nouvelle chaudière. Dans le cas où vous venez juste de rénover votre chaudière, en fait, bah, typiquement, c'est pas forcément le plus pertinent de bazarder sa chaudière et d'en installer une nouvelle, en sachant qu'elle permet quand même de répondre et qu'elle a quand même une très bonne performance. Donc l'idéal, comme l'a dit Roman, c'est de privilégier un constructeur. Donc il y a beaucoup de constructeurs de fabricants aujourd'hui qui se mettent à la pompe à chaleur et donc qui ont des chaudières, mais également des packs, et qui peuvent avoir de tels systèmes. Et donc oui, on pourrait plugger potentiellement une pompe à chaleur à cette chaudière à condensation. Il y a un deuxième cas, dans le cadre où la chaudière est par un fabricant qui ne fait pas de pack. C'est possible d'installer une pompe à chaleur, mais la régulation va être forcément plus simple. Et attention potentiellement également à la maintenance des systèmes, en sachant que les différents fabricants peuvent se balancer la balle. Quelles autorisations doit-on demander à la ville avant installation? Alors nous, d'un point de vue maîtrise d'œuvre, je dirais que ça va surtout dépendre. Alors pour vraiment la ville, dans ces cas-là, c'est en fait, par exemple, si vous avez une pompe à chaleur qui est en toiture ou qui est visible depuis l'extérieur, il va falloir demander dans votre déclaration préalable à l'urbanisme, il va falloir le déclarer parce que du coup ce sera visible depuis la rue. Et il me semble, après il y a tout ce qui est le sujet avec Enedis mais qui est du coup pas la ville, mais il me semble que sinon en dehors de ça ce serait tout. Oui, voilà. Alors, après, il y a une autre question. Est-ce que les bilans énergétiques des préconisations sont faits? Je vais peut-être demander de préciser un petit peu la question, sauf si tu as une réponse, mais je pense qu'elle La pourrait être réponse, précisée. Peut-on conserver les réseaux de radiateurs en passant d'une chaudière fuel à une PAC hybride? Alors oui, mais encore une fois, ça va rejoindre la présentation de Roman, dans le sens où il va falloir quand même rénover un petit peu son bâti pour justement diminuer les déperditions, diminuer les consommations. Et implicitement, donc là on va rentrer peut-être dans un petit peu un jargon technique, mais on a ce qu'on appelle des températures de départ qui sont assez hautes sur des chaudières fuel, 90-70 ou du 80-60. Avec la rénovation du bâtiment, on va permettre d'abaisser un petit peu ce régime de température. Mais oui, techniquement, et c'est aussi un des avantages de la PAC hybride, c'est d'utiliser les deux solutions. Et donc, on va permettre de réutiliser les émetteurs, donc les radiateurs et les réseaux du bâtiment. Attention à désembouer ces réseaux et à bien faire un équilibrage. tout à fait. D'accord. Euh, il y a une question sur la PAC hybride est-elle subventionnable par l'ANA et l'APC? Je crois que c'est pas complètement le sujet là dans notre cas, mais je dirais que oui. Oui. Voilà. Parce que c'est pas la Après, PC, hein, ouais. ça sera Oui, la ville de c'est Paris oui. avec le programme ERP+. Et dans le cas de l'ANA, on est juste guichet unique qui va vous orienter. Mais en effet, les subventions, elles sont associées à des gains énergétiques et donc la PAC rentre là-dedans. Exactement. Encore une fois, après, aussi bien sur de la PAC hybride que sur du 100% PAC, les aides changent toutes les années. Et donc là, je vous conseille de se Ouais. rapprocher des différents acteurs pour, à l'instant T, avoir le montant qui pourrait être alloué Visible. à une telle technologie. Mm. Euh, tac. Alors, on indique une période de 5 ans entre étude de conception à la transformation finale. Comment ces phases sont-elles animées en agile copro?
Euh, donc là, la période de 5 ans que j'indiquais, c'était vraiment pour la version, on va dire, maximum. C'est-à-dire que c'est une copropriété qui, par exemple, va faire un DTG, puis va se lancer dans une conception, puis va voter les travaux. L'étape, par exemple, DTG, parfois, enfin, soit vous l'avez déjà faite, ou en tout cas, il peut être possible de se lancer directement dans la conception. Et ces différentes phases, elles sont animées du coup en AG de copro. Donc, dans tous les cas, par exemple, si vous êtes au début, vous décidez de voter un diagnostic, ce sera une dépense qui sera votée en AG. Donc, vous la votez une première fois. Ensuite, on réalise l'étude, on vous la présente. À la fin, du coup, vous revotez pour du coup décider ou non de partir sur une mission de conception. Ensuite, du coup, au cours du projet, il y a plusieurs réunions d'information qui sont pas forcément des AG, des assemblées générales où vous avez voté. Et ensuite, après, à la fin justement de la mission de conception, quand vous avez le montant des travaux, les plans de financement qui sont montés, etc., là, vous allez voter sur la réalisation ou non de ces travaux. Euh, donc normalement, on va dire que tout ça se passe sur le temps long. Et du coup, la question qui était, est-ce qu'une décision qui autorise la phase 1 peut être remise en cause par une AG ultérieure avec l'arrivée ou départ de copropriétaires? C'est-à-dire que, alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais si l'idée est de dire que est-ce qu'une fois qu'on a voté la conception, tout ça peut être remis en cause après, plus tard, guillemets oui, dans le sens où le fait de réaliser une conception ne vous engage pas directement à faire les travaux. Il y a dans tous les cas un vote qui arrive du coup un an plus tard. Donc normalement, s'il y a des nouveaux copropriétaires, ils ont eu le temps d'être informés sur le sujet. Et après, une fois que les travaux sont votés, bon, tout ça est mis en place. Donc s'il y a des copropriétaires qui arrivent à ce moment-là, ils sont informés, mais du coup, c'est déjà acté au niveau de la copropriété. Donc ça, normalement, ils auraient été informés au moment de l'achat. Je sais pas si ça répond à la question, mais voilà. J'avais une petite également, alors c'est peut-être des questions que tu as répondu, je vais peut-être rajouter un petit mot. Je crois que c'était, est-ce qu'on peut installer CPCU en même temps que la PAC hybride? Mm. Généralement, on choisit soit l'un, soit l'autre, hein, Ouais. d'une manière générale. Et il faut savoir également que une solution 100% PAC ou une solution PAC hybride, aujourd'hui, avec le bon dimensionnement, alors aujourd'hui, à l'instant T, hein, je parle, comparé à ces PCU, c'est plus intéressant une solution en PAC hybride et en 100% PAC au niveau des émissions de gaz à effet de serre et au niveau de la performance énergétique, en sachant que sur le CPCU, on est sur un rendement autour de 100%, alors qu'on a parlé des différents rendements et de COP des deux autres technologies qui sont quand même plus hauts. Donc, Euh, concernant les préconisations de type solution suite au diagnostic énergétique, j'imagine que c'est le DTG qui est mentionné là-dedans, diagnostic technique global. Oui, le bureau d'études, il fait des préconisations, il propose plusieurs scénarios. Si l'option PAC hybride a été soit demandée par la propriété, soit estimée pertinente par le bureau d'études, alors des préconisations seront effectuées au sein de ce diagnostic. Ouais. Tout à fait. Typiquement sur la copropriété, qu'on vous donnait un exemple que du coup on a suivi avec Lucas, qui est rue Le Mercier, c'était la décision, enfin l'étude de la pompe à chaleur, elle a été décidée au moment justement du diagnostic technique. existe-t-il des Oui. systèmes de pilotage qui pilotent PAC plus chaudière plus panneaux solaires? Oui, effectivement, c'est possible. Après, plus on rajoute de systèmes énergétiques différents, plus il va y avoir une complexité pour l'exploitant et le mainteneur de faire fonctionner cela. Donc, moi, ce que je dirais, panneaux solaires ou même photovoltaïque, hein, exactement. On pourrait typiquement imaginer encore plus de choses. Mais oui, c'est complètement faisable. Les panneaux solaires, généralement, on les fait fonctionner. On fait un préchauffage de l'eau chaude sanitaire qui peut être complété par la PAC et qui sera in fine complété par la chaudière. Et typiquement, potentiellement l'été, j'ai peut-être pas besoin de ma chaudière. Mes panneaux solaires plus ma pompe à chaleur me permettront de pas faire fonctionner la chaudière et d'assurer tous les besoins du bâtiment. En effet, si vous voulez préciser peut-être que, parce que panneaux solaires, ça regroupe deux grands termes, les panneaux solaires thermiques et les panneaux solaires photovoltaïques. Le solaire thermique donc, produit en effet de la chaleur via les rayonnements, alors que le solaire photovoltaïque va produire de l'électricité. Les deux peuvent être utilisés, mais n'auront pas exactement le même impact sur les packs hybrides ou même les pompes à chaleur classiques, dans le sens où le photovoltaïque va alimenter en électricité. Ce qu'on avait dit, c'est l'énergie qui permet d'augmenter les calories captées sur le milieu extérieur, alors que le panneau solaire thermique il va déjà chauffer un fluide qui va être lui-même augmenté en température. Euh, cette question, elle est très intéressante. Il y a de quoi faire. Il faut juste s'adresser aux bonnes personnes.
Exactement. Et puis les panneaux photovoltaïques peuvent également très bien servir à alimenter l'électricité des pompes à chaleur. Donc ça peut être complémentaire après, encore une fois. Donc c'est des choses qui peuvent être assez pertinentes, effectivement. Mm. Le sage, donc, nous n'avons pas de chaudière au gaz, mais une chaudière au fioul et nous n'avons pas un grand espace en toiture. L'hybridation n'est-elle pas possible? Oui. Alors, comme je le disais, dans tous les cas, chaque copropriété va avoir, enfin, est un cas un peu à part. Donc, on va pas forcément, enfin, on met souvent les pompes à chaleur en toiture, parce qu'on a souvent de l'espace en toiture. Si là, dans votre cas, il n'y en a pas, il y a peut-être de l'espace autre part. Là-dessus, comme ça, sans connaître votre résidence, je pourrais pas vous donner une réponse définitive, mais du coup, c'est tout l'intérêt justement de se poser la question et d'éventuellement faire des pré-études avant pour avoir un peu plus de billes là-dessus et un petit peu plus étudier le sujet en détail. Comme je vous le disais, ça peut être, si voilà, si vous avez de l'espace en extérieur à d'autres endroits, ça peut être aussi une solution. Voilà. Il n'y a pas de... Et cette D'accord. réponse, elle correspond aussi à la question de monsieur ou madame Souard dans la discussion du webinaire. On ne peut pas savoir avant d'en faire une étude, un immeuble ancien, il pourrait accepter des pompes à chaleur hybrides. Le tout, c'est qu'en effet, lorsque c'est ancien, bah, il y a peut-être une complexité supplémentaire, Oui, mais les complexités, elles sont parfois dépassables. Euh, et donc voilà, tout à fait. il faut entrer dans une démarche de diagnostic technique global ou de MOE conception si vous êtes convaincu, vous et votre copropriété, que c'est ce que vous souhaitez Mm. faire. Après, C'est ça. encore une fois, voilà, nous GRDF, on peut accompagner, voilà, en réalisant une petite préétude. Encore une fois, ça sera confirmé par un bureau d'études thermiques et fluides. Mais voilà, à titre gratuit, nous, c'est quelque chose qu'on propose également. Une pompe à chaleur est-elle compatible avec des chaudières gaz individuelles? Alors, nous, on parlait de pompe à chaleur collective. Il faut savoir que du coup, il y a un réseau hydraulique collectif qui est alimenté. Ce qu'on voit un petit peu plus aujourd'hui, c'est plus des chaudières à condensation individuelles avec des chauffe-eau thermodynamiques qui sont également dans les logements ou des ballons électriques, c'est possible. Mais sur sur le papier, je vais plutôt répondre non, ça a un petit peu moins de pertinence. Je vois une question sur l'intérêt de réserver la pompe à chaleur à la production d'eau chaude sanitaire. Donc ça, pour le coup, c'est, enfin, les exemples par exemple que je vous ai montrés, ça se fait aussi très bien. C'est pour le coup, c'est là où je disais chaque copropriété est un petit peu différente. Parfois, ben, typiquement, on a des copropriétés où c'est plus logique. C'est tout à fait possible de réserver la pompe à chaleur à l'eau chaude sanitaire. C'est du coup bon, c'est un système qui est un petit peu moins hybride. Du coup, chaque énergie de chauffage a son usage. Mais c'est aussi une solution voilà, qui est notamment sur la rénovation qui est parfois très pertinente et qui permet quand même d'avoir de faire un pas vers la pompe à chaleur et vers une démarche un petit peu plus environnementale, on va dire. Euh, la régularité des interventions de maintenance sur une année, alors ça c'est peut-être Martin qui pourra Non, plus. la régularité des interventions, bah, sur les slides, différentes slides que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un versus chaudière seule versus pack hybride. Et donc, pour un bâtiment, encore une fois, plus j'ai de nombre d'unités extérieures, plus potentiellement je vais avoir de temps passé sur l'installation. Et donc, on va pas forcément parler en nombre de passages parce que ça peut être très bien une variable. J'ai besoin de changer une pièce, je vais faire intervenir mon mainteneur. Si tout se passe bien, il va y avoir des contrôles réguliers. Et donc, sur une année, on était à 20 heures d'entretien contre 13 heures pour la chaudière de la PAC hybride. Encore une fois, après, chaque copropriété, chaque bâtiment est différent et on ne peut pas faire un cas, une généralité, malheureusement. Euh, Celui qui demande d'étudier à plus de 2 ans, il ne donnait pas de DPE collectif. Le bureau d'études nous a donné une étiquette G. Doit-on faire un DPE collectif? Alors, ça, bon, je connais pas le contexte exact. Ça m'étonne un peu que le DTG ait été rendu sans avoir le DPE collectif. Mais du coup, si vraiment il vous manque cette partie-là, parce qu'en effet, dans les obligations de diagnostic, il y a à la fois ce côté DPE collectif et plan pluriannuel de travaux. Donc, éventuellement, s'il manque que ça à votre DTG, je pense que c'est pas forcément besoin de refaire un DTG, mais c'est possible dans ce cas-là de demander une prestation juste sur un DPE collectif pour être aux normes. Mais normalement, ça aurait dû pour moi être inclus dans votre DTG. Oui.
Et n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou conseillère de l'Espace France Mhm. Rénov qui pourra essayer de vous accompagner sur ce sujet. Je suis de l'avis Mhm. de Roman. C'est un peu surprenant. Mhm. Pour la réglementation actuelle, alors si vous pouvez pas installer de pack ni de pack hybride, ça veut dire que vous avez une chaudière vieillissante, soit vous la rénovez, vous mettez une chaudière à condensation à THPE, à très haute performance énergétique, et avec une rénovation du bâti, vous pouvez atteindre jusqu'à l'étiquette C. Ou alors, effectivement, vous pouvez passer par la CPCU. En sachant qu'à Paris, il y a une obligation de raccordement obligatoire fonction d'un certain nombre de mètres. Alors, j'ai plus exactement, je crois que ça doit être 60 mètres, Ouais. il y a un raccordement obligatoire. Mais voilà, après, aujourd'hui, on est quand même à un contenu carbone qui est assez élevé. Donc, j'ai regardé tout à l'heure, on était autour en ACV, donc en analyse du cycle de vie, on était à 180 grammes de CO2 par kilowattheure. Par exemple, pour une pompe à chaleur, pour te donner un exemple, si je la fais fonctionner que sur le chauffage, je suis à 79 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour le gaz vert, je vais être à 44,4 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc voilà, ça vous donne quand même une certaine échelle. Et le gaz naturel, on est à 227 grammes de CO2 par kilowattheure. Oui, en effet, comme l'a mentionné Martin, à Paris, il y a une zone de développement prioritaire qui, en effet, se situe à 60 mètres. Si vous êtes copropriétaire, elle se situe à 60 mètres du réseau. Vous êtes dans l'obligation de considérer le raccordement au réseau de chaleur urbain. Il y a des critères dérogatoires qui sont accessibles et qui peuvent être demandés au bureau d'études qui vous accompagne. Euh, L'objectif, en effet, c'est la démarche ENR choix, c'est de toujours consommer de la manière la plus locale possible. Mais il y a des enjeux, en effet, de décarbonation. Je rappelle juste que la ville de Paris a aurait 2030, il y a un objectif de 75% d'énergie renouvelable et de récupération au sein du réseau de chaleur urbain, et aurait 2050, c'est 100%. Ce sont des objectifs, bien entendu, et rien ne vous empêche de choisir d'autres solutions si vous arrivez à trouver les bons arguments pour pouvoir vous les utiliser. Exactement, il y a quatre dérogations possibles. Il y a fonction d'une disproportion de coût pour la copropriété à supporter. Donc, par rapport à une autre solution énergétique, le coût du raccordement à la CPCU est disproportionné. Fonction du taux de NR, il faut justifier qu'une solution énergétique est plus performante et en termes d'émissions de CO2 est plus intéressante, ou alors une impossibilité technique à installer la sous-station dans le bâtiment. Euh, Sur la partie, donc les chaudières individuelles, je pense qu'on a répondu tout à l'heure. Quels sont vos honoraires jour, heure pour animer la réflexion, la conception d'un projet? Je suppose que c'est pour nous, mais je te laisserai répondre, Martin aussi. Là-dessus, alors c'est compliqué de vous donner une réponse comme ça va dépendre de la taille de votre copropriété et de la complexité aussi de votre bâti. Donc là-dessus, enfin, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous fera un devis avec grand plaisir. Mais donc voilà, ça va dépendre surtout en fait de quand date votre résidence. Est-ce qu'elle est complexe dans le sens où est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce que le système de chauffage est particulier? Et aussi de combien de personnes sont dans la copropriété. Et aussi, bah, si vous êtes sur Paris, généralement, on est en partenariat avec du coup l'AMO gratuit, donc Solia ou Urbanis. Et donc dans ces cas-là, éventuellement, on va dire nos honoraires sont un peu plus faibles sur la partie gestion du financement parce qu'on est accompagné par l'AMO de Paris. Voilà, Martin, je sais pas si tu veux. Pour ma part, alors moi, c'est gratuit dans le sens où nos activités à GRDF sont régulées par la Commission de régulation de l'énergie et donc on ne peut pas faire payer de prestations, on ne vend rien. Nous, on est juste le distributeur de gaz aujourd'hui. Donc, sur ce point de vue-là, nous, on ne fera rien facturer. Mais avec ce genre de technologie, on vous orientera. Si vous souhaitez aller plus loin et que vous êtes convaincu par la PAC hybride, par exemple, on vous orientera forcément vers un bureau d'études qui pourra répondre et vous faire l'étendue du projet. Ouais. Et ben, là-dessus, moi, pour le coup, je serai au Salon de l'Arc aussi le 30, hein, donc n'hésitez pas à passer nous voir éventuellement.
J'y serai également au Voilà. salon. Donc, C'est tout nous voir. Et euh, l'Agence parisienne du climat aussi. Donc c'est vrai que n'hésitez pas. Est-il préféré une PAC à forte puissance ou deux packs de moyenne puissance? Alors là-dessus, je pense que encore une fois, c'est chaque copropriété, chaque installation sera différente. Nous, généralement, quand on peut, on va préférer plus être dans de la modularité. Donc éventuellement, enfin, en tout cas sur les derniers projets qu'on a fait, on essaie d'avoir ça. L'idée, c'est quand même de limiter au maximum la place. Donc voilà, c'est compliqué de vous donner une réponse là comme ça. L'idée, c'est d'avoir le système qui soit le plus qu'on puisse optimiser au maximum. Donc parfois, ça veut dire avoir plusieurs modules et pouvoir adapter au fur et à mesure. Parfois, c'est mieux d'avoir justement un gros module monobloc. Je pense que Martin, tu seras plus à même de donner un avis dessus. oui, bah, je te rejoins complètement. Après, moins il y a de place, parfois plus c'est intéressant. Après, si on a deux pompes à chaleur, parfois ça présente aussi ses intérêts. Ça va être encore plus intéressant si on a des packs en local technique, ce qu'on appelle des packs gainés. Mais alors là, attention, tous les fabricants ne le proposent pas forcément ou ne poussent pas forcément vers cela parce qu'il va falloir amener un certain débit d'air. Et donc là, potentiellement, ça peut réduire un petit peu le coefficient de performance. Mais on sait que, bah voilà, typiquement, je prends l'espace d'une cave. Bah, une cave, c'est monétisable, c'est un certain coût. Donc, si j'ai moins de place et donc je peux installer une PAC au lieu de deux, et ben, ça va me coûter peut-être un petit peu moins d'argent. Et également, une PAC est moins chère en termes de puissance. Une PAC est moins chère que deux PAC. Il y avait une question également tout à l'heure sur le kilowattheure de PAC. Donc, nous, on a mené un observatoire des coûts. Donc, nous, on rayonne à l'échelle nationale et on a essayé de, voilà, en fonction des différentes études, de bureaux d'études, d'installateurs, essayer de voir en fait combien ça pouvait coûter le kilowattheure de pack et le kilowattheure de chaudière. Donc on est tombé sur voilà des tranches. On peut se dire que excusez-moi, le kilowatt de chaudière est environ autour de 80 euros hors taxe et on est autour de 400 euros du kilowattheure hors taxe pour la pompe à chaleur. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Mm. Et Oui, oui, toutes les packs hybrides peuvent fonctionner alternativement avec gaz ou biogaz, puisqu'en fait le biogaz c'est le même gaz que le biogaz. Les deux c'est la même chose, c'est juste qu'ils ne sont pas produits de la même manière. complètement. Les coûts de l'un, l'autre se valent-ils? Bah ça, l'évolution, enfin, vous pouvez avoir accès. Alors, peut-être Martin aura le bon truc, le bon nom du site, mais il y a un comparateur de l'État qui existe qui permet d'évaluer le coût du mégawattheure Énergie des info. différentes énergies. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là, mais vous avez Énergie Info sur lequel vous pouvez comparer. Et donc ça, c'est un site de l'État qui permet de comparer les différentes offres des différents fournisseurs d'électricité et de gaz et vous propose des différents tarifs, aussi bien pour du gaz vert, de l'électricité ou de l'électricité verte, non? Renouvelable, enfin issu Ouais, voilà, de issu de voilà. photovoltaïque ou éolien, ça dépend. Énergie Info, c'est pas mal pour un site qui... Peut-on utiliser la PAC pour faire circuler de l'eau réfrigérée dans les canalisations en été? Alors, je suis pas sûr de bien... Est-ce que je suppose que c'est dans le cadre d'une installation de plancher réversibilité. chauffant, je Ah, pense, c'est pour de la PAC le réversible. refroidissement. Si vous avez une pompe à chaleur qui fait ou bien du chaud ou du froid, on ne peut pas faire les deux en même temps. Dans le sens où, oui, généralement, bon là, on va aller un petit peu sur quelque chose de différent, mais il faudra ce qu'on appelle une bouteille de découplage pour un petit peu avoir un circuit différent. Mais oui, c'est Mm. possible de réutiliser les canalisations. Notamment sur du plancher chauffant, c'est totalement possible avec de la PAC réversible. Peut-être que tu Mm. as un peu plus de compléments que moi sur cette question, Roman. Non, non, en tout cas, nous, les cas où c'est intéressant, généralement, c'est quand on a du plancher chauffant. Après, bah, du coup, c'est pareil, l'installation est un peu plus technique pour, du coup, permettre
Que la PAC soit réversible, mais typiquement on l'a fait sur des résidences à Saint-Michel-sur-Orge, on est en train d'en faire, donc voilà. C'est pour du radiateur à eau, pour le coup, j'ai pas de retour là chantier où on l'aurait fait, je suis pas sûre que ce soit possible techniquement, C'est mais plancher chauffant en tout cas, oui. c'est pas possible techniquement, il faut Ouais. des émetteurs adaptés, mais c'est Mm. possible d'acheter ces émetteurs, mais c'est un surcoût. C'est des émetteurs qui coûtent Mm. plus cher que les radiateurs à eau, mais c'est possible. Par contre, il faut en effet demander au bureau d'études de bien étudier la possibilité en amont. C'est des choses qui sont assez rares en rénovation énergétique du bâtiment, hein, tout de même, on Oui. peut le dire. Mm. Ben, nous vous remercions pour toutes vos questions qui ont été enregistrées et donc qui seront dans le compte-rendu du webinaire. Et je vais laisser la parole à David pour clore cette session. Merci beaucoup, Lucas. Merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Merci pour toutes vos questions. On s'était fixé 19 heures comme fin de webinaire. Donc, on va mettre fin au webinaire maintenant. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Merci à Romane d'avoir été présente. Merci à Lucas pour son temps pour ce webinaire. Et merci à Martin aussi d'avoir été présent pour ce webinaire. Comme disait Lucas, le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver d'ici les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Et on vous enverra à tous et à toutes la présentation PowerPoint pour que vous puissiez revenir dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt peut-être. Et inscrivez-vous sur Coach CoPro aussi.